Enfoui depuis des millénaires. Un mystère. Un secret. Un passage vers le futur. Où l'avez-vous trouvé? J'avais jamais rien vu de ce genre. Un homme saura décrypter le code et ouvrir la voie. Il fallait lire Porte des étoiles. C'était là, ça nous crevait les yeux. Un autre commandera l'expédition. Pourquoi êtes-vous là? En prévision de votre réussite. Jackson a découvert le 7e symbole. Contact. Processus enclenché. Mais qu'est-ce que c'est? Votre porte des étoiles. Un passage vers un monde dont nous ignorons tout. Elle s'est fixée sur la galaxie de Kaliam à des milliards d'années-lumière. C'est à l'autre extrémité de notre univers. À vous de jouer. Ils étaient prêts à affronter tous les dangers. Commencez à faire évacuer. Ils s'attendaient à plonger dans l'inconnu. Stabilisation des appareils. Programmation de la séquence. Mais jamais, nul n'aurait pu imaginer ce qu'ils allaient découvrir. Putain, c'est géant. Restis. Votre mission, c'est de réactiver la porte des étoiles. Vous pouvez le faire, oui ou non? Non, je regrette. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les ordres sont simples. Détecter toute possibilité de danger. Et ça y ressemble. Je peux pas la faire fonctionner sans le 7e symbole. Nous devons abandonner la base. Il nous reste 7 minutes. La plus effarante découverte de notre temps Jackson, attendez-moi. va devenir l'aventure la plus extraordinaire de tous les temps. Kurt Russell, James Spader, Jay Davidson. Stargate, la porte des étoiles. Bonjour à tous. Nous avons souvent été intrigués par la construction de toutes ces pyramides qui sont éparpillées un peu partout dans le monde. De l'Égypte jusqu'aux civilisations sud-américaines, je parle des Aztèques, des Mayas et des Incas, nous serions en fait en présence d'une architecture qui prendrait sa source dans ce continent légendaire qu'on appelle l'Atlantide. En effet, il y a de cela plus de 65 000 ans avant Jésus-Christ, s'était développée sur ce continent légendaire une civilisation qui, dans bien des domaines, surpassait notre technologie actuelle. Mais avec le temps et l'influence du diable et de ses forces maléfiques, ce peuple atlante, qui avait autrefois acquis une certaine maturité spirituelle, se laissera progressivement influencer par certaines puissances dites maléfiques. Et de cette influence naîtra un groupe matérialiste, les fils de Bélial, qui eux ne vivaient que pour satisfaire leur ego et les plaisirs matériels que leur procurait la société de l'époque. En face d'eux, il y avait une autre frange dite spirituelle qui, elle, perpétuait la tradition spirituelle de leurs aïeux. Les fils de la loi de 1 peuvent être comparés à l'équivalent de nos religieux aujourd'hui, et les fils de Bélial à nos laïcs. Mais comme nous le savons, ceux qu'on appelait les fils de Bélial prendront progressivement le contrôle des instances dirigeantes de l'Atlantide, ce qui conduira à une déliquescence de la morale et une dégradation des mœurs atlantes, qui vers la fin de leur règne s'adonneront au rituel des sacrifices humains. En tombant dans la matière, les Atlantes recherchaient les plaisirs physiques, mais ils recueilleront également les mauvais fruits de la condition humaine. Le nouvel univers qu'ils se sont façonnés n'était pas dépourvu d'aspects positifs, mais ces aspects positifs s'effaceront progressivement devant l'offensive des forces destructrices, qui, comme je viens de le dire, étaient inspirées par le diable et ses forces maléfiques. De l'an moins 50 000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à l'an moins 10 000 ans avant Jésus-Christ, l'Atlantide connaîtra un relatif âge d'or, avec le développement d'une technologie sans commune mesure avec la nôtre. Et dans bien des cas, elle était beaucoup plus évoluée que la nôtre. À cette époque, les querelles d'ordre spirituel qui opposaient les fils de la loi de 1, c'est-à-dire les religieux de l'époque, aux fils de Bélial, c'est-à-dire les laïcs de l'époque, n'étaient pas vraiment prononcées. Les deux castes avaient davantage l'idée de prendre en main les destinées de la nation atlante. Et ainsi, le progrès technologique sera mis au service de l'ensemble des citoyens de l'Atlantide. Les dispositifs inventés
furent appliqués aux besoins et au confort des populations. Et en ce temps-là, on voyageait dans des vaisseaux capables d'évoluer aussi bien dans les airs que sous l'eau. Des radars sophistiqués d'une autre nature les guidaient à travers l'espace et vers d'autres pays. La technologie atlante était bien supérieure à la nôtre. Les musiciens, par exemple, étaient capables de produire sur leurs instruments des sons qui étaient incroyables pour nos musiciens, qui seraient incroyables pour nos musiciens actuels. Et il faut préciser aussi qu'à cette époque, on connaissait la télévision et l'enregistrement de la voix. C'était un autre aspect de la télévision, c'était un peu presque holographique, j'allais dire. C'était presque des images holographiques qu'on avait. Les techniciens de l'époque n'ignoraient rien des forces électriques, mécaniques et chimiques. Et toute cette technologie gravitait autour d'un mystérieux cristal qui fournissait aux villes l'énergie nécessaire au bon fonctionnement des différents appareils. Mais une surexploitation de ce cristal entraînera plusieurs destructions du continent de l'Atlantide, qui s'étaleront sur une période de 55 000 ans. Ce mystérieux cristal avait la capacité de faire avancer les vaisseaux, les véhicules de plaisance et les sous-marins à l'époque. Il produisait entre autres l'énergie nécessaire aux villes et aux villages atlantes. C'est un peu l'équivalent de nos centrales nucléaires qui fournissent en électricité nos villes et nos villages. Sauf que l'énergie de ces centrales atlantes ça ne fonctionnait pas comme nos centrales nucléaires. Elle fonctionnait autour de l'utilisation d'un cristal qui, réceptionnant de l'énergie, réémettait cette énergie vers d'autres cristaux qui, eux, alimentaient les machines en énergie. Puisque ces machines volantes, ces sous-marins et ces appareils que vous aviez dans les maisons à l'époque de l'Atlantide étaient équipés d'un cristal qui, lui, réceptionnait l'énergie du cristal principal. Et une fois que cette énergie était captée par le cristal secondaire qui se trouvait dans l'appareil, celui-ci alimentait le moteur de la machine, ou du téléviseur, ou de ce que vous voulez. Les hôpitaux aussi fonctionnaient de cette manière. Vous aviez un cristal qui était placé dans les hôpitaux. Ce cristal émettait une énergie qu'il recevait du cristal principal. Et à partir de cette énergie, il allait alimenter d'autres cristaux dans les salles de soins. Ce mystérieux cristal avait la capacité de faire avancer les vaisseaux, les véhicules de plaisance. Et une surexploitation de ces cristaux sera à l'origine de la deuxième destruction de l'Atlantide, qui disloqueront le continent en le transformant en plusieurs îles. Et en ne se concentrant principalement que sur le côté matériel de la vie, et en ignorant leur vraie nature spirituelle, les fils de Bélial, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, serait l'équivalent de nos laïcs aujourd'hui, avaient fini par déclencher sur eux une série de 3 cataclysmes. La première destruction aura lieu il y a de cela 50 000 ans avant Jésus-Christ. Celle-ci avait détruit leur source principale de pouvoir. La deuxième destruction aurait eu lieu il y a de cela 28 000 ans avant Jésus-Christ. Cette deuxième destruction aurait disloqué le continent en le transformant en plusieurs petites îles. Et enfin, la troisième et dernière destruction, celle dont parle le philosophe grec Platon, se serait produite aux alentours de l'an 10 500 ans avant Jésus-Christ. D'autres nous disent 12 500 ans avant Jésus-Christ. Et aurait causé l'engloutissement des 3 îles. Et je tiens à préciser quelque chose concernant cette destruction. Dans d'autres vidéos, je vous avais parlé de certaines cartes des mers mystérieuses qu'on aurait retrouvées au XVe siècle, qui montraient les contours du continent américain et des pôles libres de glace. Il faut comprendre que ces cartes ont été... la source de ces cartes provient de l'Atlantide. Parce qu'à l'époque où ces cartes avaient été faites, le pôle Nord, les régions qui se trouvent au pôle Nord, n'étaient pas sous la glace. Donc il faut comprendre les choses comme je vais vous le dire, c'est que les pôles de la planète se sont un peu déplacés, ils auraient pivoté, et les régions qui étaient libérées de glace il y a de cela 10 000 ans se sont retrouvées, c'est les glaces des pôles. Et oui. Alors je continue, lorsque la dernière destruction avait eu lieu, c'est-à-dire quelques temps avant, beaucoup de chefs atlantes, surtout des fils de Bélial et des fils de la loi de 1, vont immigrer vers plusieurs pays étrangers. Les fils de la loi de 1 vont comprendre que les terres de l'Atlantide allaient être définitivement englouties et l'exode se généralisera par la suite. Une partie des réfugiés atlantes vont se disperser pour une partie vers l'Égypte, les autres vers le continent américain, vers le pays Inca, le pays Maya.
Et certains groupes de fuyards gagneront même l'Espagne et des petits groupuscules l'Afrique du Nord, pour vous dire. Bah, les traditions admettent que les Atlantes avaient atteint un haut degré de civilisation, hein, une civilisation très développée scientifiquement parlant. Leur colonie d'ailleurs avait laissé leur empreinte en Égypte, hein, au Pérou et au Mexique, hein, car là encore beaucoup de vestiges témoignent d'un passé technologiquement très avancé. Là je parle de la construction de toutes ces pyramides. Vous vous doutez bien que ceux qui ont construit ces pyramides avaient des connaissances scientifiques assez développées. Donc ce sont ces réfugiés atlantes qui, en s'installant en Amérique latine et en Égypte, ont apporté avec eux leurs connaissances scientifiques, ce qui a permis de construire ces monuments. Ben, une empreinte qui ressurgira à travers les cultes qui étaient pratiqués par certaines civilisations sud-américaines, dont celle des Incas et des Atlantes, des Aztèques, pardon. Pour les Atlantes, le soleil était l'instrument vital du grand tour. Aussi, le culte du soleil se développera sur tout le continent de l'Atlantide. Et pour vénérer le soleil, les Atlantes vont lui construire des temples énormes, au plafond qui étaient soutenus par des dizaines de piliers carrés, hein, et rarement circulaires. Oui, c'est ça qui est étrange, hein. Les piliers n'étaient pas circulaires à cette époque. Ces temples étaient beaucoup plus massifs que ceux que nous voyons en Égypte, hein, et qui étaient d'une architecture pratiquement identique, parce que ces pyramides et ces temples égyptiens ont été conçus par les réfugiés atlantes, hein, qui ont apporté avec eux leurs connaissances scientifiques et une partie de leurs machines, hein, parce que les machines, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, seraient en fait cachées sous le plateau de Gizeh dans des salles souterraines, hein, qui seront découvertes lorsque l'Antéchrist arrivera, hein, celui que vous appelez Grand Monarque. Bah, sur l'autel du temple, il y avait un grand soleil d'or, bah, qui symbolisait le soleil, hein, et disposé de telle façon que chaque matin, les premiers rayons solaires venaient carrément s'y refléter. Les temples incas et le culte qu'on y célébrait étaient en fait la résurgence de ces cérémonies religieuses de l'Atlantide. Oui, parce qu'en transférant leur savoir, leur connaissance scientifique et leur culte, ces réfugiés atlantes ont initié la culture des Incas et des Mayas et des Aztèques. Et croyant à l'immortalité de l'âme, les Atlantes embaumaient aussi leurs morts. Leur méthode était celle des Égyptiens, ben, c'est logique, hein, parce que si les réfugiés de l'Atlantide sont arrivés en Égypte, ben, ils ont fait que transmettre leur culte, hein, leur dogme. C'est pour cette raison que les Égyptiens ont repris l'embaumement des morts. Ce qu'ils prouvent, c'est l'identité de méthode qui est employée par les Incas et par les Égyptiens, hein, deux races, sœurs, qui s'ignoraient, mais qui avaient hérité toutes les deux de pratiques pratiquement identiques qui provenaient des Atlantes. Surtout ce qui est le dénominateur commun entre les Égyptiens et certaines civilisations sud-américaines, bah, ce sont les pyramides. Et ces pyramides ont la même source, hein, ça vient de l'Atlantide. Et influencés par des puissances démoniaques, hein, les fils de Bélial, hein, qui prendront le pouvoir en Atlantide, finiront par initier progressivement un culte satanique. Hein. À l'origine, dans les temples atlantes, aucune image n'était admise, hein, seul le disque solaire trônait au milieu, hein, et sur l'autel. Puis l'image de l'homme viendra s'y substituer, hein, c'était le commencement de la décadence. Bon, à notre époque actuelle, ce passage se serait déroulé lors de la Révolution française de 1789, hein, où vous avez ce courant humaniste, hein, ce courant philosophique humaniste, hein, qui va développer un nouveau paradigme sociétal, hein, où on va occulter les lois divines pour se baser que sur la divinité de l'homme. On va diviniser l'homme au détriment du Créateur. Puis, je continue, hein. Donc l'image de l'homme viendra s'y substituer, c'était le commencement de la décadence. Hein. Puis les signes zodiacaux, les étoiles qui, à cause d'une vague ressemblance avec une certaine catégorie d'animaux, avaient finalement pris le nom de chèvre, de lion, parce qu'à cette époque, les étoiles dessinaient certains animaux. Je dis chèvre et lion, mais à cette époque de l'Atlantide, vous aviez d'autres races d'animaux, hein, je tiens à le préciser. Hein. Et ainsi s'installeront sur les autels, au lieu des emblèmes de jadis, hein, des images de lions, de chèvres, d'éléphants. Et là d'ailleurs est l'origine de ce fameux culte idolâtre, hein, qu'on avait reproché déjà aux Égyptiens. D'abord représentation symbolique, ces animaux deviendront par la suite, à leur tour, des dieux, des divinités. Hein. Comme si dans notre culte catholique,
Le symbole du Saint-Esprit figuré par la colombe devenait par la suite la figure que l'on adorait comme une divinité. Bon, vous avez compris. Hein. Par exemple, vous prenez la colombe et vous commencez à prier pour cette colombe. Vous faites disparaître tout ce qu'il y a autour de la divinité, tout ça. Mais ce culte idolâtre prendra de l'importance dans la culture atlante lorsque ses habitants commenceront à développer le culte du moi. C'est-à-dire, c'est un peu la culture humaniste que les philosophes français avaient développée lors de la Révolution française de 1789. Déprimés par un matérialisme, devenus sceptiques, railleurs, ne comprenant plus la langue des symboles, et dégoûtés d'un culte idolâtre, les Atlantes finiront par remplacer leur vieille religion par celle de l'homme. Ben oui, vous avez compris. Il y a eu alors le culte de l'homme, on le plaça au-dessus de tout, et il deviendra le véritable lieu de la nature. Et les Atlantes s'enorgueilleront et finiront par se prendre pour des divinités. Donc l'homme adora sa propre image. Les gens riches faisaient sculpter leur buste et dans des chapelles, dans les temples, le plaçaient sur des autels. On construisait alors des temples vastes avec des multitudes de niches pour loger toutes ces statues de certains habitants de la ville. On venait le matin et le soir s'adorer. Oui, c'est incroyable. C'était vraiment, c'est un peu comme, c'est la culture, le courant philosophique humaniste. On vénère l'homme à la divinité. Oui, déjà, si ça existait à cette époque, donc ce qui s'est passé pendant la Révolution française, c'est la même source d'inspiration. Donc vous vous doutez bien que c'est le diable qui vient détacher la nature humaine de la divinité. Mais dans les campagnes, ce culte pour soi n'aura aucune force, et là, la dégénérescence générale aura pour résultat l'adoration d'êtres bizarres, qui va être créée par les imaginations. Et là, les Atlantes vont commencer à adorer certains événements qui révélaient la sorcellerie, les diables, les lutins. Bref, c'était un peu l'inspiration du diable qui s'initiait dans la culture religieuse des Atlantes. Vous l'aviez bien compris. On leur sacrifiait à l'honneur en des rites impurs. Et on souilla progressivement les autels du sang des enfants. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est que vers la fin, les Atlantes avaient commencé à pratiquer le culte des sacrifices humains. Culte que vous retrouverez par la suite chez les Aztèques, d'autres civilisations, puisque les réfugiés atlantes vont apporter avec eux ce qu'ils avaient initié sur le continent de l'Atlantide. Et ainsi, tout un peuple en viendra à se prosterner devant des boucs. Oui, vous avez bien entendu, des boucs. C'est un peu comme le veau d'or, parce que le symbolisme du taureau, le taureau symbolise le diable. Donc, en se prosternant devant le veau d'or, les juifs de l'époque s'étaient prosternés devant le diable. Et là, les Atlantes faisaient exactement la même chose. Ils avaient fini par instituer un culte, une statue qui représentait un bouc. Bon, là aussi, vous avez compris que c'est vraiment le diable qui inspirait toutes ces déviances. Et précisons que dans la vie active des Atlantes, on peut dire qu'en Atlantide, les esclaves, parce qu'il y avait des esclaves à cette époque, allaient à pied ou en char traînés par des animaux étranges. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plus de 10 000 ans, il y avait une autre race d'espèces d'animaux sur l'Atlantide. Cette race a disparu avec la destruction du continent, bien entendu. Et vous avez une nouvelle race d'animaux qui se serait développée par la suite, qui serait née. Mais les riches avaient des machines volantes. Les esclaves, eux, marchaient à pied, mais les riches avaient des machines volantes. Ces machines étaient assez coûteuses et d'une fabrication qui était assez délicate, parce que c'était de la haute technologie. Elle ne pouvait contenir que 2 personnes. Il y en avait qui pouvaient en contenir 8. Seuls les vaisseaux aériens de guerre transportant 80 à 100 hommes. Ces machines étaient en bois et en métal. Le bois s'employait sous forme de planches très minces qui, imbibées d'une substance, leur donnait, sans en augmenter le poids, la résistance du cuir à une légèreté assez particulière. Le métal employé était un alliage de 2 métaux blancs et d'un rouge. Et ce produit était blanc, semblable à de l'aluminium, mais beaucoup plus léger. La charpente du navire aérien était recouverte d'une épaisse feuille de métal, de ce métal, qui en épousait carrément la forme. On la soudait à l'électricité car la surface de ces navires devait être parfaitement unie et sans soudure apparente. Ces navires brillaient dans l'obscurité comme enduits d'un produit lumineux. Ils étaient couverts à cause des passagers qui auraient
puis être précipité par la vitesse et dans le vide. Oui, c'est un peu l'équivalent de nos avions, mais c'est pas tout à fait pareil, hein. C'est des appareils qui ne fonctionnaient pas comme nos avions actuels. Les instruments de direction et de propulsion étaient aux deux extrémités du bateau aérien, hein. Et la force motrice était constituée par de l'énergie condensée en un accumulateur. Voilà l'énergie qui le propulsait, hein. Ça ressemble un peu à ce qu'on appelle l'énergie libre, mais bon, il faut préciser qu'à cette époque, les Atlantes de leur technologie gravitaient autour d'un cristal, hein. Peut-être qu'ils avaient réussi à mettre au point des systèmes antigravitationnels grâce à l'énergie de ces cristaux. Bon, là, je vais vous donner la description de ce genre de bateau aérien, hein. Au centre du navire, une lourde caisse métallique constituait le générateur et de là, la force passait dans deux grands tubes flexibles qui la dirigeaient aux deux extrémités du bateau, ainsi que dans 8 tubes greffés sur ces deux principaux de l'avant et de l'arrière. Ces tubes avaient une double rangée d'ouvertures dirigées verticalement vers le haut et vers le bas. Au début du voyage, on ouvrait les soupapes des 8 tubes, bouchant les ouvertures dirigées vers le bas, et les ouvertures regardant le ciel restaient fermées. Alors le courant s'échappait avec force, venait frapper la terre et déterminait l'élévation du bateau aérien dans le ciel. Lorsque la hauteur suffisante était atteinte, on dirigeait les tubes flexibles placés à l'extrémité du bateau vers le point à atteindre. On le mettait en mouvement, tandis que par une demi-fermeture des soupapes des 8 tubes, le courant se trouvait réduit de manière à ce que la hauteur soit maintenue. Alors la plus grande partie du courant dirigé dans le tube principal aboutissait à l'arrière du bateau et ce tube dirigé vers le bas formait un angle de 45 degrés. La propulsion était due au recul occasionné par la force qui s'échappait. On gouvernait ces bateaux en expulsant plus ou moins fortement le courant à travers les tubes, car le moindre changement dans la direction de ce dernier influençait la marche. Bon voilà, ça je vous ai donné un petit descriptif de ces bateaux. Bon là, vous voyez, j'ai illustré cette vidéo par cette pyramide, le Sphinx et le soleil au-dessus, c'est une éclipse. Et j'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos que le grand médium américain Edgar Cayce nous avait expliqué que ces Atlantes, lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, ont construit sous les pyramides plusieurs salles souterraines. Et dans l'une de ces salles, ils avaient installé leurs archives. Et il nous expliquait que ces archives seraient découvertes dans le futur. Et pour y accéder, on pourrait le faire qu'en passant par la patte droite du Sphinx. Et comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, si on imagine l'apparence de Dieu comme celle d'un Père Noël, donc on peut imaginer que la crinière du lion symboliserait la barbe de Dieu. Donc vous comprenez donc maintenant pourquoi le Sphinx est un monument au corps de lion avec une tête humaine et pourquoi la salle des archives de l'Atlante sera découverte qu'à partir de la patte droite du lion. Bon, on parle beaucoup des Atlantes et de la technologie atlante, de leur connaissance, mais certains vont me dire oui mais c'est bien, mais bon on n'a jamais vu ces appareils, on ne sait pas de quoi. Là vous voyez, vous avez le cartouche un cartouche hiéroglyphique qu'on a retrouvé dans un temple à Abydos qui représente des appareils bien étranges. Bon là vous ne le voyez pas très bien, c'est là. Je vous ai fait montrer cette image du pilier et de l'endroit où se trouve. Et maintenant je vais vous faire montrer l'image un peu plus près. Bon là vous voyez dans ce cartouche hiéroglyphique qui est bien étrange, vous avez des sortes d'appareils là qui ressemblent comme celui-là à une sorte d'hélicoptère. Là aussi vous avez un autre appareil, et là vous avez un autre appareil, et là vous avez un autre appareil. Ça c'est des dessins, c'est des appareils qui auraient vogué il y a de cela plusieurs milliers d'années. Je pense que les Atlantes nous auront laissé une empreinte des appareils qu'ils pilotaient à cette époque. C'est pour cette raison que ce cartouche hiéroglyphique à Abydos pose beaucoup de problèmes. Car on ne comprend pas comment des Égyptiens auraient conçu ce genre d'appareil. Mais ce ne sont pas les Égyptiens. Ce sont les Atlantes qui sont arrivés en Égypte, qui ont apporté avec eux certaines de leurs machineries. Puisque, comme vous le savez, cette civilisation avait été très très développée technologiquement parlant. Et dans une précédente vidéo, je vous avais parlé de l'incarnation des âmes qui avaient vécu pendant le déluge de Noé. J'expliquais que ces âmes seraient venues se réincarner à Sodome et Gomorrhe.
Ben, il faut expliquer qu'en réalité, ce genre d'âme remonte à très loin. Il remonte à l'époque de l'Atlantide, il y a de cela plusieurs milliers d'années. Donc ce sont ces âmes de l'Atlantide qui avaient commencé à plonger dans la décadence, hein, surtout les fils de Bélial. Hein. Ce genre d'âme serait revenu se réincarner. Et à chaque fois qu'ils reviennent se réincarner, ils reproduisent exactement ce qu'ils ont fait à leur époque. Hein. Puisque vous savez, les sacrifices humains, c'est pas par hasard. Si certains font des sacrifices humains actuellement, ce sont des âmes qui avaient vécu ces époques. Et donc, les âmes qui s'étaient incarnées lors du déluge de Noé et de Sodome venaient de l'Atlantide aussi. C'est la même catégorie d'âmes. Hein. Certains vont me dire, ils sont combien? Je ne peux pas vous chiffrer, mais je sais que c'est des groupes d'âmes qui sont attirés par le mal. Dans la précédente vidéo, certaines personnes m'ont dit, mais bon, on nous dit que l'âme se réincarne pour pouvoir se purifier et s'élever spirituellement. Oui, mais pas toutes les âmes. Certaines âmes se réincarnent, mais en gardant leur logiciel, c'est-à-dire leur mémoire, ils reprennent, ils recommencent ce qu'ils ont fait dans leur vie précédente. Je vais vous donner un exemple pas très compliqué. Imaginons un Américain, ou je suis en France, imaginons un Français qui développe un caractère plus ou moins xénophobe. Et ce Français va quitter ce monde et il va revenir se réincarner dans le corps d'un Américain ou d'un Africain ou d'un Africain ou d'un Antillais par exemple. Et bien cet Antillais en réalité va garder la mémoire de sa précédente vie. Donc l'Antillais aura tendance à développer des réactions plus ou moins racistes. Si cette âme vient se réincarner dans le corps d'un Africain qui vit en Afrique, cet Africain, en grandissant, va développer un certain nationalisme. C'est-à-dire dans son pays, il sera plus orienté vers le nationalisme des habitants du pays. C'est pour ça que je vous explique que les âmes, quand ils se réincarnent, ils gardent en mémoire ce qu'ils ont vécu. Ce genre d'âmes ont tendance à ne pas évoluer, hein, ils stagnent. Hein. Alors que vous avez d'autres catégories d'âmes, elles se réincarnent pour essayer d'évoluer. Mais il existe une catégorie, hein, comme je l'ai dit, hein, qu'on retrouve à chaque fin de cycle. Hein. Noé, Sodome et Gomorrhe, aujourd'hui, l'Atlantide, hein, vous avez les mêmes groupes d'âmes qui reviennent s'incarner pour foutre, j'allais dire, la zizanie et le bordel. Bon, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Hein. Je vous dis à la prochaine pour une autre.